À l'été 1978, en Argentine, terre de passion, l'équipe nationale polonaise s'imposait sur la scène mondiale. 4 ans plus tôt, elle incarnait la génération dorée qui avait ébranlé le monde en remportant la médaille de bronze à la Coupe du Monde 1974, en battant le Brésil et en s'imposant face à d'autres grandes nations du football. En 1978, sous la houlette de l'entraîneur Jacek Gmoch, la Pologne présentait en Amérique du Sud une équipe qui alliait à la perfection l'expérience de joueurs chevronnés et l'énergie explosive de jeunes talents. Avec leur style de jeu offensif est européen, scientific, discipliné et pourtant spontané. On attendait d'eux des exploits. Bien qu'ils n'aient atteint que les 8e de finale, le nom de cette équipe est entré à jamais dans la légende des supporters de la Vistule. Mais lorsque les projecteurs s'éteignirent, lorsque les acclamations des tribunes du Rio de la Plata s'estompèrent, ces héros retournèrent à la réalité, faite de rebondissements et d'imprévus. Près d'un demi-siècle s'est écoulé. Le temps, tel un fleuve froid, important leur jeunesse, laissant des rides sur leur visage et des cicatrices du destin dans leurs âmes. Certains devinrent de puissants magnats, d'autres choisirent une vie recluse à l'étranger, et d'autres encore disparurent à jamais, leurs rêves inachevés. Aujourd'hui, tournons les pages de la vie de ces mousquetaires polonais de 1978. Kazimierz Dejna, le capitaine solitaire au milieu de l'océan du destin. Au sein de cette équipe polonaise, Kazimierz Dejna était l'âme du milieu de terrain, un véritable architecte doté d'une intelligence de jeu hors pair. À Trenton's capitaine, il dictait le rythme du jeu grâce à des passes incisives et, surtout, à son fameux coup franc Rogal, ses frappes enroulées et imparables qui sont devenues sa marque de fabrique. Les performances de Dejna témoignaient d'un sang-froid exceptionnel, même sous la pression immense des attentes de son pays. Après le tournoi de 1978, Dejna entra dans l'histoire en devenant l'un des rares joueurs d'Europe de l'Est autorisés à évoluer en Europe de l'Ouest, en rejoignant Manchester City. Cependant, sa carrière en Angleterre ne fut pas aussi brillante qu'espérée. En raison de la barrière de la langue et des différences de mode de vie, il décida alors de s'installer aux États-Unis et intégra les San Diego Sockers, où il devint une véritable icône du football nord-américain naissant. En dehors des terrains, Dejna était un homme discret et plutôt solitaire, nourrissant toujours une profonde nostalgie pour sa terre natale. Il consacra son temps à sa famille et s'efforça de se construire une nouvelle vie aux États-Unis, où il fut reconnu comme un maître du beau jeu. Cependant, ce parcours glorieux et tumultueux prit fin brutalement. Le 1 septembre 1989, Kazimierz Dejna décédait à l'âge de 41 ans dans un tragique accident de voiture à San Diego. Sa disparition laissa un immense vide dans le cœur des supporters du monde entier. Son héritage ne se résume pas à ses buts ou à ses actions spectaculaires. Il s'agit aussi du récit poignant d'une vie de génie, toujours en quête de reconnaissance à l'étranger. Zbigniew Boniek, la flamme de la fierté de la jeunesse. Dans l'équipe de 1978, Zbigniew Boniek s'est révélé comme un phénomène, une flamme ardente prête à embraser n'importe quel obstacle. À seulement 22 ans, Boniek affichait une assurance, une confiance et un talent exceptionnels. Il a marqué 2 buts lors du tournoi, jouant avec l'attitude d'un futur leader, annonçant la passation de pouvoir entre la génération de Dejna et la sienne. Boniek ne se contentait pas de jouer au football. Il incarnait un style de jeu nourri par la passion et une forte personnalité. La carrière de Boniek prit ensuite son envol lorsqu'il rejoignit la Juventus, formant un duo légendaire avec Michel Platini. On le surnommait Bello di Notte, beauté de la nuit, pour ses performances éblouissantes lors des matchs décisifs en soirée. Après sa retraite, Boniek ne choisit pas la facilité. Il devint un homme d'affaires prospère, un entraîneur, puis président de la Fédération polonaise de football et enfin vice-président de l'UEFA. En dehors des terrains, Boniek était fidèle à lui-même, direct, décisif, parfois dur, mais toujours autoritaire. Il fut l'un des rares joueurs d'Europe de l'Est à connaître un succès retentissant, tant en termes de gloire que de fortune, en Europe de l'Ouest à cette époque. Aujourd'hui, à 68 ans, Zbigniew Boniek demeure une figure emblématique du football polonais, dont l'influence reste immense. Il mène une vie fastueuse entre Rome et Varsovie, symbole de réussite absolue. Un homme qui a su conquérir aussi bien les terrains de football que le monde des affaires grâce à son sang-froid et à sa passion. Antoni Szymanowski, le garde du corps silencieux. Sur le flanc droit de la défense, Antoni Szymanowski, 20 est un pilier fiable.
moins flamboyant que les stars offensives. Szymanowski joue avec application, intelligence et une discipline exemplaire. Heroes Discret. Il est toujours présent dans les zones clés pour couvrir ses coéquipiers. Sa carrière est étroitement liée au Wisła Cracovie, puis au Club Bruges en Belgique. Après sa retraite de joueur, la vie de Szymanowski a connu une période sombre, contrastant fortement avec ses performances remarquables sur le terrain. Il a tenté sa chance comme entraîneur, mais sans grand succès. Sa vie privée a été tumultueuse, marquée par des difficultés financières. Szymanowski a choisi une vie recluse, fuyant les projecteurs médiatiques. Il représente ces joueurs qui ont consacré leur jeunesse à l'équipe nationale mais n'ont pas reçu la reconnaissance qu'ils méritaient à un âge avancé. Aujourd'hui, à 73 ans, Antoni Szymanowski mène une vie simple et paisible à Cracovie. Il évoque rarement le passé, mais chaque fois que des supporters le croisent dans la rue, il s'incline encore en signe de profond respect devant ce défenseur légendaire. Il incarne le sacrifice silencieux sans jamais rechercher la gloire personnelle. Jerzy Gorgoń, le géant blond reclus. Jerzy Gorgoń, un défenseur central de grande taille, 1,92 mètres, aux cheveux blonds, était un véritable roc pour la Pologne. À 28 ans, il formait avec Jmuda une charnière centrale impénétrable. Gorgoń jouait avec calme et maîtrise, utilisant sa force physique pour dominer ses adversaires. Après la Coupe du Monde, 1978, il rejoignit la Suisse pour jouer à Saint-Gall et resta dans l'équipe nationale polonaise depuis. La vie de Gorgoń après le football reste un grand mystère. Il a complètement disparu des radars, refusant toutes les interviews et les invitations aux événements commémoratifs. Il a choisi de travailler pour une chaîne de supermarchés, menant une vie de citoyen ordinaire et coupant les ponts avec son passé glorieux. Beaucoup disent qu'il voulait oublier la douleur de ses échecs, ou tout simplement qu'il avait trouvé le bonheur dans l'anonymat. À 75 ans, Jerzy Gorgoń vit toujours reclus en Suisse. Il est la preuve qu'un héros a le droit de choisir comment on se souvient de lui ou comment on tombe dans l'oubli, afin de trouver la paix intérieure. Władysław Jmuda, le rocher éternel. À seulement 24 ans, lors de la Coupe du Monde, 1978, Władysław Jmuda évoluait avec le sang-froid d'un vétéran aguerri. Véritable pilier de la défense, il possédait un sens inné du jeu et un calme incroyable. Jmuda a établi un record en participant à 4 Coupes du Monde avec l'équipe nationale polonaise, un exploit sans précédent. Son football, son Fury Tour, était d'une efficacité redoutable, un rempart infranchissable protégeant les cages de son équipe. La carrière de Jmuda en club l'a mené en Italie, Vérone, Cremonese, et aux États-Unis, New York Cosmos. Après sa retraite de joueur, il s'est tourné vers le coaching, prenant en charge les équipes de jeunes polonaises et occupant le poste d'entraîneur adjoint de l'équipe nationale A. Jmuda était un homme intègre, sérieux et responsable. Il a su éviter tout scandale, préservant ainsi l'image d'un entraîneur exemplaire. Aujourd'hui, à 70 ans, Władysław Jmuda coule une retraite paisible. Il participe encore régulièrement aux activités du championnat et y apporte son expertise. Sa vie est aussi calme et stable que son style défensif dans sa jeunesse. Discret, mais toujours rassurant pour son entourage. Grzegorz Lato, le tourbillon dans le couloir des ailes. Si Dana était le cerveau, Grzegorz Lato était les jambes fulgurantes de la Pologne. Arrivé à la Coupe du Monde, 1978 à 28 ans, Lato avait déjà remporté le soulier d'or lors de l'édition 1974. Avec son crâne chauve caractéristique et sa vitesse incroyable, Lato terrorisait toutes les défenses. Il a disputé les 6 matchs, marquant 2 buts et se montrant constamment le joueur le plus dangereux sur le flanc droit. Son assiduité, son enthousiasme et son sourire bienveillant sont devenus le symbole de l'esprit combatif infatigable des Aigles Blancs. Après la Coupe du Monde 1978 en Argentine, Lato poursuivit son illustre carrière. Il refusa l'invitation de Pelé à rejoindre les États-Unis, préférant la Belgique, Lokeren, puis le Mexique, Atlante pour sa retraite, où il continua d'enchaîner les buts avec une régularité impressionnante. Contrairement à son coéquipier Dana, Lato mena une vie après sa retraite à la fois influente et controversée. Il se lança en politique, devenant sénateur, puis président de la Fédération polonaise de football, PZPN. D'un joueur adulé, il devint un entraîneur critiqué pour son style de management autoritaire et ses scandales administratifs. Pourtant, nul ne saurait nier sa passion pour le football. À 74 ans, Grzegorz Lato est désormais retraité et coule une vie paisible en famille.
On le croise encore souvent dans les tribunes, le regard intense dès qu'il aperçoit un sprint des jeunes joueurs, comme s'il revivait ses années de gloire en Amérique du Sud. Le parcours de Lato témoigne que le prestige du terrain peut se muer en une véritable force, mais que parfois, le prix à payer est la perte de l'affection du public. Andrzej Charmach, le diable, dans la surface de réparation. Andrzej Charmach, l'attaquant de 27 ans, à la longue chevelure romantique et à la moustache caractéristique, était un véritable cauchemar pour les défenseurs adverses grâce à son jeu de tête et son placement. Même s'il n'a pas brillé autant lors du tournoi de 1978 qu'en 1974, le talent de Charmach était indéniable. Il était un avant-centre classique, puissant et décisif. La carrière de Charmach était étroitement liée au club français d'Auxerre, où il devint une légende et fut le mentor d'Éric Cantona à ses débuts. Charmach s'adapta parfaitement à la vie en France, devenant un entraîneur renommé après sa retraite. Il mena une vie paisible, loin des polémiques, et était considéré comme un citoyen d'honneur par les Auxerrenais. À 73 ans, Andrzej Charmach coule des jours paisibles en France. Rarement présent dans les médias polonais, il trouve son bonheur dans la solitude. L'image du redoutable démon des cages a laissé place à celle d'un vieil homme serein, savourant sa retraite avec un verre de vin et de tendres souvenirs. Henryk Kasperczak, l'architecte du milieu de terrain, et le magicien blanc. Henryk Kasperczak, 31 ans, est un véritable moteur au milieu de terrain polonais. Doté d'une condition physique exceptionnelle, il possède également un sens tactique aiguisé. Joueur infatigable, il met en valeur les talents offensifs de son équipe. Après le tournoi, il a rejoint la France pour y jouer et a entamé une brillante carrière d'entraîneur. Fait remarquable, Kasperczak est devenu une figure emblématique du football africain. Il a entraîné plusieurs équipes nationales, notamment la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Mali et le Sénégal, laissant une empreinte indélébile sur le continent. Aventurier dans l'âme, il aimait relever les défis des nouvelles contrées. Sa carrière d'entraîneur a été bien plus brillante que celle de nombre de ses contemporains. Aujourd'hui, à 77 ans, après avoir surmonté plusieurs problèmes de santé, Henryk Kasperczak a pris sa retraite et vit en France. Figure emblématique du football, mentor respecté dans le monde entier, sa vie a été un long et infatigable périple, consacré à la diffusion du savoir-faire du football polonais sur les 5 continents. Jan Tomaszewski, le gardien du temple astucieux et imparfait. Dans les buts, Jan Tomaszewski, à 30 ans, reste une figure incontournable. Celui qui a tenu tête à l'Angleterre en 1973 est toujours le gardien numéro 1 de l'Argentine. Avec son style atypique, parfois risqué mais doté de réflexes fulgurants, Tomaszewski est une personnalité marquante de l'équipe. Il ne se contente pas d'arrêter les ballons. Il contrôle également l'espace et exerce une véritable guerre psychologique sur ses adversaires. Après avoir quitté les terrains de football, Tomaszewski est devenu un commentateur et un homme politique renommé connu pour son franc-parler. Il formulait fréquemment des déclarations fracassantes, critiquant ouvertement les jeunes joueurs et la fédération de football. Son franc-parler, parfois brutal, lui a valu de nombreux ennemis, mais aussi de nombreux admirateurs. Il est resté fidèle à son tempérament rebelle, ne cédant jamais à l'opinion publique. Aujourd'hui, à 76 ans, Jan Tomaszewski reste un visage familier de la télévision polonaise. Malgré ses cheveux grisonnants, son esprit combatif est resté intact. Il est toujours le « génie clownesque », comme l'appelaient les Anglais, mais il endosse désormais le rôle d'un critique sévère, profondément préoccupé par l'évolution du football polonais. Adam Nawałka, le vagabond devenu capitaine. Lors de la Coupe du Monde, 1978 en Argentine, Adam Nawałka, alors âgé de seulement 20 ans, était un jeune espoir prometteur. Il a disputé 5 matchs comme titulaire, révélant un immense potentiel. Malheureusement, une blessure a mis fin prématurément à sa carrière de joueur. Mais après la défaite, une autre s'ouvre. Nawałka a réussi un retour en force en devenant l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire moderne du football polonais, menant l'équipe nationale jusqu'en quarts de finale de l'Euro 2016. Il était réputé pour son élégance, son assurance et sa méticulosité. Son style vestimentaire et ses interventions sur le banc de touche respiraient toujours le raffinement. Nawałka a connu 2 carrières de footballeur complètes, celle d'un jeune talent miné par les blessures et celle d'un brillant stratège. Aujourd'hui, à 66 ans, Adam Nawałka demeure une figure respectée du coaching. Il mène une vie active, soignant sa forme physique et son comportement avec élégance, toujours prêt à relever de nouveaux défis.
Włodzimierz Lubański, la légende de la redécouverte de soi. Włodzimierz Lubański aborda la Coupe du Monde 1978 à 31 ans, auréolé du statut de légende et désireux de retrouver sa gloire passée. Une terrible blessure en 1973 l'avait privé de ses meilleures années, l'obligeant à manquer la Coupe du Monde 1974. 1978 fut sa dernière tentative. Bien que moins explosif qu'auparavant, la classe et l'expérience de Lubański lui permirent tout de même d'apporter une contribution significative. Après le tournoi, il est devenu une légende à Lokeren, Belgique, où il s'est installé et vit encore aujourd'hui. Lubański est un véritable gentleman du terrain, poli et humble. Il travaille comme agent de joueurs et commentateur et inspire toujours le plus grand respect à tous. À 77 ans, Lubański mène une vie épanouie en Belgique. Libéré des séquelles de sa blessure passée, il se remémore sa carrière avec gratitude et fierté. Il est un symbole de résilience face à l'adversité. Andrzej Iwan, un jeune talent et la tragédie de sa chute. Andrzej Iwan était le plus jeune joueur de l'équipe cette année-là, à seulement 18 ans. On le considérait comme un prodige, l'avenir du football polonais. Mais la vie d'Iwan s'est transformée en une tragédie douloureuse, incapable de gérer la pression. Après des succès initiaux, Iwan a sombré dans l'alcoolisme, le jeu et la dépression. Il a tenté de se suicider à plusieurs reprises, in vain. Son autobiographie, Spalony, fit sensation en révélant sans détour la face sombre de la vie d'une star, solitude, désespoir et autodestruction. Il passa ses dernières années rongé par la culpabilité et aux prises avec une addiction, tentant de se reconstruire une vie comme commentateur. Mais les fantômes du passé le hantaient sans cesse. Et puis, la souffrance prit enfin fin, le 27 décembre 2022. Andrzej Iwan s'éteignit à l'âge de 63 ans. Sa mort fut un poignant avertissement quant au revers de la célébrité, plongeant nombre de personnes dans le deuil d'un talent rongé par les démons de son âme. Włodzimierz Mazur, l'étoile qui s'est éteinte trop tôt. Włodzimierz Mazur, l'attaquant de 24 ans, n'a disputé qu'un seul match lors de la Coupe du Monde 1978. Cependant, en club, il est une véritable légende du Zagłębie Sosnowiec, joueur fidèle et profondément attaché à son club formateur. Mazur menait une vie simple et était apprécié de ses coéquipiers pour sa personnalité sociable. Mais le destin fut cruel. Alors que sa carrière et sa vie atteignaient une certaine stabilité, la tragédie frappa. Le 1er décembre 1988, Włodzimierz Mazur décéda subitement à l'âge de 34 ans. Une crise cardiaque foudroyante emporta ce fils prodige du football polonais alors qu'il sortait d'un supermarché. Sa disparition prématurée laissa derrière elle un vide immense et douloureux qui perdure encore aujourd'hui. Zygmunt Kukla, le gardien du temple et le destin tragique de l'ouvrier. Zygmunt Kukla, gardien remplaçant de Trent Hans, eut l'occasion de disputer 2 matchs lors de la Coupe du Monde 1978. Tomaszewski n'étant pas au meilleur de sa forme, il réalisa d'excellentes performances, notamment face au Pérou. Kukla était un homme simple et sans prétention. Après sa carrière de footballeur, il choisit une voie moins prestigieuse et retourna travailler comme ouvrier d'usine à Mielec. Il menait une vie de manœuvre, une existence dure et pénible, bien loin de l'image d'un héros de la Coupe du Monde. Les difficultés de la vie et l'environnement de travail toxique ont eu des conséquences néfastes sur sa santé. Le 18 mai 2016, Zygmunt Kukla s'est éteint à l'âge de 68 ans après une longue lutte contre un cancer du nasopharynx. L'histoire de ce gardien de but de la Coupe du Monde, devenu ouvrier avant de succomber à la maladie, est une triste réflexion sur la fragilité de la vie humaine.